Je vais vous présenter le schéma contractuel type pour un PPP financé selon la technique du financement de projet. Il est important pour les acheteurs de comprendre quels sont les contrats conclus pour les besoins du projet et de comprendre le rôle de chaque partie au projet. On verra d'un côté les documents conclus par la SPV avec les banques pour financer le projet. Il s'agit de la documentation financière. Et d'autre part, les documents conclus avec les sous-contractants pour réaliser et exploiter le projet. Il s'agit des documents de projet. De façon usuelle, toute documentation financière de PPP financée par la technique du financement de projet est décomposée des contrats suivants. Tout d'abord, le contrat de crédit. Le contrat de crédit matérialise le financement accordé à la SPV. Il définit les conditions du crédit accordé, le taux, la marge, la période de disponibilité. Il contient un certain nombre d'obligations à la charge de la SPV. Des engagements de faire, par exemple donner des informations relatives à l'avancement des travaux, des engagements de ne pas faire, par exemple ne pas modifier la documentation sans accord préalable, et enfin des engagements d'égalité entre les différents prêteurs. Il prévoit également des cas de défaut qui sont des événements dont la survenance peut déclencher le remboursement anticipé des crédits. Il peut notamment s'agir de la violation d'une obligation de faire ou de ne pas faire, ou encore il peut s'agir de l'annulation du contrat de PPP. On trouve par ailleurs la convention intercréancier et la convention d'engagement des sponsors. La convention d'engagement des sponsors est généralement conclue entre la SPV, les prêteurs et les associés de la SPV. Elle tend à régir, premièrement, les différents engagements des associés dans le cadre du projet financé, tels que par exemple les engagements d'apport en fonds propres et les engagements d'émission d'éventuelles garanties actionnaires. Et deuxièmement, le caractère subordonné des créances des associés par rapport aux créances des prêteurs. Les associés s'interdisent en principe, sauf exception convenue dans cette documentation, de percevoir de la SPV des dividendes ou le remboursement de leur apport en compte courant tant que la dette n'est pas intégralement remboursée par la SPV. La convention intercréancier est quant à elle généralement conclue entre la SPV, les prêteurs, les banques de couverture et, le plus souvent, la banque teneuse de compte. Elle tend à régir 1. Les règles générales de vote entre les créanciers pour toutes les prises de décision relatives à la documentation financière. 2. Les règles de réalisation et de partage des sûretés communes octroyées par la SPV ou ses actionnaires à ses créanciers. 3. Le programme de couverture des taux d'intérêt et l'encadrement des droits des banques de couverture. Et 4. Les relations entre l'agent et les autres parties financières et les relations entre les parties financières. Certaines conventions intercréanciers peuvent également prévoir, si cela n'est pas régi par le contrat de crédit, les règles de fonctionnement des comptes bancaires de la SPV ouverts dans le cadre du projet, ainsi que la cascade des paiements. Dans certains financements de taille modeste, la convention d'engagement des sponsors et la convention intercréancier sont fusionnées dans un seul document auquel toutes les parties au projet, à l'exception de la personne publique, sont parties prenantes. Voyons maintenant les contrats de couverture des taux d'intérêt. En général, les crédits accordés à la SPV ont des taux variables. Dès lors, pour se garantir contre la fluctuation des taux et pour donner à la personne publique une lisibilité quant au montant définitif de l'investissement, lequel permettra in fine de fixer le montant de la rémunération versée aux partenaires privés, la SPV est amenée à conclure des contrats de couverture des risques de taux d'intérêt qui permettent d'échanger un taux fixe contre un taux variable. Il s'agit des contrats d'échange de taux d'intérêt ou les swaps. Ces contrats de couverture de taux font souvent débat lorsque ceux-ci doivent être modifiés ou rompus et qu'il en résulte une soulte à payer à la banque. Qui doit prendre dans ce cas en charge ces surcoûts? Sur cette question, nous vous renvoyons à la séance 3 dédiée à la rédaction des clauses du marché de partenariat. S'agissant des documents de projet, on distingue classiquement les 3 sous-contrats conclus par la SPV avec les industriels pour la réalisation concrète du projet. Et on distingue également les accords directs conclus entre les industriels et les banques pour le besoin du financement.
S'agissant des contrats conclus avec les industriels, on trouve le contrat de construction et le contrat d'exploitation. Le contrat de construction est conclu entre la SPV et le constructeur. Conformément au principe de transparence, il reprend l'ensemble des obligations relatives à la conception, à la construction, à la mise à disposition et aux garanties issues du PPP à la charge du constructeur. Le contrat d'entretien-maintenance est conclu entre la SPV et le mainteneur. Il répercute au mainteneur l'ensemble des obligations relatives à l'exploitation, l'entretien-maintenance et le gros entretien-renouvellement. Ces contrats, outre les droits et obligations reprises du contrat de PPP, contiennent des clauses spécifiques. Premièrement, les clauses relatives aux principes de transparence. Deuxièmement, les clauses relatives aux modalités de paiement. D'une part, le constructeur est en général payé à l'avancement au fur et à mesure de la réalisation d'étapes préalablement définies. Le conseiller technique des prêteurs intervient dans le circuit de paiement. Il s'assure que les étapes définies par le calendrier de paiement ont été réalisées et il donne son visa pour le paiement du constructeur. D'autre part, le mainteneur est payé par la part de la redevance qui couvre ses prestations. Il est donc payé selon la même cadence que la SPV. Troisièmement, les clauses relatives aux pénalités. En plus des pénalités infligées par la personne publique au titre du contrat de PPP, le constructeur peut se voir infliger des pénalités propres à son contrat qui correspondent au préjudice subi par la SPV du fait du retard ou de la défaillance du constructeur ayant entraîné l'application de la pénalité. Il peut s'agir par exemple de pénalités financières qui ont pour objet de couvrir les frais financiers intercalaires dus aux banques par la SPV du fait d'un retard dans la réalisation des travaux. Quatrièmement, on trouve les clauses relatives au plafond global de responsabilité. Il doit être dimensionné de façon appropriée pour s'assurer que les sous-contractants assumeront bien les risques mis à leur charge. Cinquièmement, on trouve les clauses relatives à la résiliation. D'une part, la résiliation du contrat de PPP entraînera la résiliation automatique des sous-contrats. En cas de résiliation imputable à l'un des sous-contractants, ce dernier devra indemniser la SPV de ses préjudices afin qu'elle garantisse le désintéressement des banques et de la personne publique. D'autre part, les sous-contrats contiennent des clauses de résiliation indépendantes du contrat de PPP. Le but est de permettre à la SPV de résilier un des sous-contrats en cas de défaillance du sous-contractant et d'éviter une résiliation du contrat de PPP. Aux côtés du contrat de construction et du contrat de maintenance, on trouve le contrat d'interface. Le contrat d'interface est conclu entre la SPV, le constructeur et le mainteneur. Il organise la coopération entre le constructeur et le mainteneur pendant toute l'exécution du contrat, de façon à maintenir indemne la SPV en cas de difficulté entre les deux sous-contractants. On trouve par exemple des clauses prévoyant les modalités de participation du mainteneur à la phase de conception-construction, avec la possibilité pour ce dernier de faire des commentaires sur le projet et sur les plans qui lui sont soumis. Ce contrat instaure également des règles de présomption de responsabilité en cas de pénalité ou d'indemnité à payer par la SPV, afin que celle-ci soit à même de s'acquitter des sommes dues dans les délais. On trouve enfin les accords directs. Ils sont conclus entre les banques d'une part et les sous-contractants d'autre part. Ils ont pour objet, premièrement, de faire reconnaître aux sous-contractants leur subordination par rapport aux banques pour toute somme que leur devrait la SPV. Deuxièmement, de limiter les droits des sous-contractants à exercer des actions contentieuses contre la SPV. Troisièmement, d'instaurer une procédure de palliation. Dans le cas où les sous-contractants tireraient de leurs sous-contrats respectifs le droit de suspendre le contrat, notamment en cas de retard de paiement, ou même de le résilier en cas de faute grave de la part de la SPV, qui est en réalité généralement le défaut de paiement, ces derniers doivent avertir les banques qui peuvent alors décider de pallier la carence de la SPV ou non. Et finalement, ces accords directs prévoient qu'en cas de substitution de la SPV par une autre entité sur initiative des banques après demande
de la personne publique en application de la clause dite de step-in, alors ils reconnaissent d'ores et déjà que la nouvelle entité se substituera à la SPV dans le sous-contrat pour l'ensemble des droits et obligations qui y sont prévus.